Donc aujourd'hui, nous avons une séance un peu spéciale, parce que c'est Mathieu déjà, et aussi parce que c'est une séance qui va se dérouler, on va dire, en deux séances. Voilà. Et première séance, donc comme il est très sérieux, il a beaucoup travaillé, donc il a fait un grand travail. Donc après concertation, je crois qu'il était plus simple pour lui d'abord de commencer aujourd'hui par une introduction au machine learning. Et puis à la prochaine fois, il parlera un peu plus dans le détail sur le deep learning. Deep learning avec un peu plus de formalisation et des choses un peu plus techniques, je pense, la prochaine fois normalement. Voilà, donc le floor is yours, comme on dit, mais tu dis en français quand même. Oui, je vais parler en français. Et voilà, donc je sais pas, tu as prévu donc 1h30 à peu près. Comme j'ai jamais fait cette présentation, je sais pas, je vais tabler autour de 1 heure à peu près. D'accord, après il y aura des questions, pas mal de questions, et puis on verra, je pense qu'il y aura beaucoup de questions. Voilà, merci Mathieu. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Mathieu est un ingénieur de recherche donc, chez nous qui nous a rejoint cette année. Depuis le 1er janvier, enfin le 2 janvier 2022. Voilà. Merci Mathieu. Bien, bonjour à tous, merci d'être là pour donc, cette séance consacrée à la découverte du machine learning et du domaine de l'intelligence artificielle. Donc ouais, comme le disait Saïd, j'avais prévu un peu gros au départ, c'est-à-dire parler déjà du machine learning, disons, classique, et aussi du deep learning, tout ce qui est réseau de neurones. Et en fait, ça faisait quand même beaucoup pour une séance. Donc on a plutôt décidé de couper en deux. Donc aujourd'hui, ça va être machine learning classique, sans réseau de neurones, et la prochaine séance, on va faire un focus sur les réseaux de neurones. Donc déjà, avant de commencer, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle déjà d'intelligence artificielle et d'apprentissage artificiel? Donc on peut avoir un petit point de vue historique. En considérant qu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est arrivé dans les années 50, on va dire, avec la naissance des ordinateurs et des premiers algorithmes, où l'idée c'était d'avoir il n'y a pas d'apprentissage en fait. Donc l'idée c'était d'intégrer la connaissance d'experts humains directement dans un algorithme. Par exemple, on peut imaginer un arbre de décision pour la médecine, pour établir un diagnostic par exemple. Donc l'arbre n'allait pas être appris à partir de données, mais allait être construit directement par des médecins ou par des experts. Donc on peut faire des trucs très bien déjà avec ça, par exemple, on peut battre le champion du monde des échecs avec un système expert de ce genre. On peut faire de la reconnaissance vocale un peu basique, par exemple reconnaître des mots, quelques mots genre, je sais pas, entrée, sortie, oui, non. Du coup, c'est pas un truc qui va être appris, c'est un système qui va, par exemple, pour les mots, là, c'est quelque chose qui va être construit par du traitement du signal, il va falloir régler les filtres à la main de manière assez tatillonne. Voilà. Donc voilà pour ce que c'est que l'intelligence artificielle en général. Et ensuite, il y a le machine learning, qui arrive, l'apprentissage artificiel, où là, on a un changement de paradigme, en fait. Donc plutôt que de mettre l'expertise humaine directement dans l'algorithme, dans la conception de l'algorithme, ici, on va utiliser des algorithmes qui peuvent apprendre un modèle à partir de données. C'est là que le changement de paradigme est très important, c'est qu'on va en fait utiliser de manière massive des données. Donc plutôt que de construire mon arbre de décision pour venir établir un diagnostic médical, par exemple, je ne vais pas construire à la main mon arbre, mais je vais donner des données, donc des cas de malades, de positifs, négatifs, etc. Et je vais utiliser un algorithme qui va me permettre de construire un modèle qui va me permettre ensuite de prédire pour un nouveau patient est-ce que oui ou non il a cette maladie. Alors ensuite, on a, à partir des années 2010, en 2012, le deep learning qui est apparu. Donc là, le deep learning, c'est pas un changement de paradigme comme on a eu avec le machine learning, c'est juste un facteur d'échelle. On utilise de plus gros modèles avec beaucoup plus de données, qui demandent beaucoup plus de puissance de calcul, et qui permettent de faire des modélisations beaucoup plus puissantes. Donc on verra ça plutôt à la deuxième séance. Donc, je vais introduire mon propos avec un petit exemple, assez simple, mais ça va permettre beaucoup de bien voir de quoi on parle et de poser un peu le vocabulaire. Oui, parce que du coup, j'ai constaté ça depuis que je suis arrivé ici à Economics. Alors, visiblement, en économétrie et en machine learning, on n'a pas tout à fait les mêmes vocabulaires. Donc, voilà, c'est histoire de mettre les choses carrées dès le départ. Donc, on suppose que je suis au bord d'un lac, sur lequel il y a des oiseaux qui vivotent sur le lac. Et en fait, je décide d'observer ces oiseaux. Voilà. Donc moi, je suis très naïf, j'ai aucune connaissance en ornithologie ou quoi que ce soit. Et en fait, ce que je décide de faire, c'est de regarder la couleur des oiseaux et leur taille. Donc la couleur, ça peut être plutôt sombre ou plutôt clair, et la taille, plutôt petit ou plutôt large.
Donc cet espace à 2 dimensions ici, je vais l'appeler mon espace de représentation, feature space en anglais, et dans lequel je vais pouvoir plonger des données. Donc ici, chaque point va correspondre à un oiseau que j'observe sur le lac. Donc il y en a qui sont plutôt clairs, petits, gros, sombres, etc. Donc ça, ce sont mes points de données, que je résume par X. Voilà, bon là je suis pas très avancé, hein. Et comme j'y connais rien en oiseau, bah voilà, j'observe juste des tailles et des couleurs différentes. Mais à côté de moi sur le lac, en fait, il y a un ornithologue, un amateur d'oiseaux là qui la regarde à la jumelle. Donc je vais parler un peu avec lui. Et lui il m'explique qu'en fait sur ce lac, il y a 2 espèces d'oiseaux. Il y a d'une part les oies, qui sont plutôt claires et grosses, et les canards qui sont plus sombres et plus petits. Et donc pour chacun des points que j'ai récoltés tout à l'heure, il me dit à tel point c'est un canard, tel point c'est une oie, etc. Et donc ici j'ai rajouté... Ah oui, ça marche mal, mince. On voit les couleurs. Ouais, mais en fait on voit mal le... Bref, c'est un problème de version, de logiciel je suppose. Ça marchait avant? Ça marche. Okay, non, il manque toujours un petit morceau. J'espère que ça ira. Donc Y, c'est ce que j'appelle mes labels, c'est la notation. Donc pour chaque point de données que j'ai récolté, je vais venir l'annoter et dire quelle espèce d'oiseau c'est. Et à partir de cette connaissance, je vais pouvoir construire un modèle du monde, ici de mon espace de représentation. En fait, je vais pouvoir apprendre à séparer les oies des canards. Et donc le trait que vous voyez ici, c'est en quelque sorte un modèle du monde que j'ai appris à partir de mes données. Et c'est en quelque sorte une connaissance. Et maintenant, dans un second temps, si mon ornithologue est parti, là, j'ai plus la connaissance de l'expert. Et cependant, en fait, je peux même carrément oublier toutes mes données. Et si j'ai un nouvel oiseau qui se pose sur le lac, il me suffit de ce modèle pour décider est-ce que c'est un canard ou est-ce que c'est une oie. Donc voilà, grosso modo, donc ça, en fait, ce modèle va me servir à faire des nouvelles prédictions sur des données inconnues, pour venir estimer leur label. Donc à un X inconnu, je viens venir prédire son Y. Donc ici, c'est un exemple de classification qui est un cas de machine learning supervisé. Donc on va voir ça un peu plus dans le détail tout à l'heure, bien sûr. Donc voilà pour ce petit exemple introductif, assez simple. Voilà, donc le plan, donc ça c'est le plan que j'avais prévu pour les deux séances. J'avais prévu une seule séance initialement. Donc nous, on va voir aujourd'hui quel problématique scientifique le machine learning peut résoudre. Ensuite, on fera un petit focus sur les données, parce que tout est à la source question de données, comment les récolter, les préparer, etc. Ensuite, on verra des algorithmes standards du domaine, à la fois supervisés et non supervisés. Donc on ne va pas faire un inventaire à l'après-vert de tous les algos, je vais plutôt faire une espèce de best-of des algorithmes les plus intéressants. Et enfin, on aura un petit point de méthodologie sur le processus d'apprentissage. Donc, puisque tous ces algorithmes en fait, vont apprendre à partir des données, donc il y a une méthodologie à mettre en œuvre pour que ça fonctionne. Et donc un petit avant-goût de la séance, de la prochaine séance qui sera consacrée au réseau de neurones, deep learning plus précisément. Donc on verra grosso modo c'est quoi un neurone déjà, comment ça marche, comment ça s'entraîne, comment on peut mettre les neurones en réseau pour venir apprendre tout un tas de choses, quelles sont les différentes architectures selon... Donc on verra pour les images, pour le texte, des choses comme ça, différentes applications. Et enfin, il y aura une section consacrée aux limitations. Donc le deep learning, ça fait pas mal fantasmer, tout le monde en parle et tout ça, c'est un peu dans l'air du temps. Et on verra un peu scientifiquement qu'il faut peut-être un peu modérer ses ardeurs, quoi. Voilà. Ah oui, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre et à poser la question en cours de propos, quoi. Donc voilà, ça c'est une carte des différents problèmes, des différentes classes d'algorithmes et de problèmes liés au machine learning. En fait, il y en a 4 principaux. Le supervisé, le non supervisé, l'apprentissage par renforcement et le transfer learning. Alors, commençons par l'apprentissage supervisé, dont on vient de voir un exemple tout à l'heure avec mes oies et mes canards. Donc l'idée c'est d'apprendre un modèle, ici une fonction f, qui est fonction de mes données x, et c'est d'apprendre à partir de données labellisées. Donc en fait, je vais entraîner un modèle avec une collection de données et les réponses. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est supervisé. En fait, j'entraîne mon modèle avec déjà mes réponses. Oui.
Est-ce que tu fais un partage là, d'écran ou pas avec ceux qui sont sur Zoom? Non. Parce que ça t'aide bien. Partager l'écran, ok. Ouais, tu partages l'écran avec... Ok, je pense que c'est mieux là. Oui, oui, c'est bon. Ok. Zut. Ouais, donc voilà pour le côté supervisé. Et donc on a deux grandes classes de modèles supervisés, donc d'algorithmes supervisés, selon la tâche que l'on cherche le problème qu'on cherche à résoudre. Donc on a d'une part la classification, qu'on vient de voir tout à l'heure avec mon exemple avec les oiseaux, où je cherche à prédire des données discrètes, quantitatives, qualitatives, pardon. Et j'ai aussi la régression, où là je vais chercher à prédire des données quantitatives. Donc en fait des données, classification, données discrètes, régression, données continues. Donc par exemple, là le petit exemple qui est donné ici pour la régression, c'est par exemple j'ai une base de données avec des maisons, le nombre de pièces, leur situation géographique, le nombre de mètres carrés, etc. Et je vais essayer d'estimer le prix de vente de cette maison. Les économètres ont des modèles de régression sur variables qualitatives. Ok, bah... Du coup, peut-être que nous, on appellerait ça classification, du coup. On peut prévoir, par exemple, la défaillance d'une entreprise. Bien sûr, oui, non. Défaillance. Oui, oui, non. Un logis Bah, ou un probit. Du coup, pour moi, c'est un problème de classification binaire ici. On vient prédire oui, non. D'accord. Voilà. Ou bien, on peut faire... Enfin, bon, des fois, c'est un peu hybride. C'est vrai que la frontière n'est pas non plus blanc-noir. On peut venir estimer une probabilité de faillite, par exemple. Donc là, la probabilité, c'est un truc continu. C'est pareil, c'est juste des nombres qui changent. Donc voilà les deux grands problèmes. Donc tout à l'heure on verra des exemples d'algo et d'applications pour chacun de ces cas. Donc voilà, maintenant pour le côté non supervisé, donc là c'est assez différent parce que du coup j'ai plus de Y, j'ai plus de label sur mes données. En fait je ne connais pas la réponse à mes données. J'ai des données brutes comme ça et du coup je ne peux pas venir les classer ou faire des régressions dessus parce que je ne sais pas quelle régression appliquer en fait. Ce que je peux regarder c'est essayer de regarder la structure interne de mes données, quelles sont ses propriétés. Donc là, il y a deux grands cas qui se posent à nous. D'une part, le clustering, où en fait, je vais essayer de regrouper mes données en paquets. Disons que j'ai des sous-ensembles de données qui ont un peu la même structure, etc. Donc je vais essayer de les regrouper ensemble. Je vais dire, voilà, ça c'est mon premier paquet, mon deuxième paquet, etc. Et j'ai un deuxième champ applicatif, c'est la réduction de la dimension. Donc souvent, enfin très souvent même dans le monde réel, on a des problèmes de machine learning avec une forte dimensionnalité. Ça, je vais y revenir après dans les slides qui suivent. C'est toujours intéressant de venir réduire le nombre de dimensions pour simplifier notre problème. Donc, typiquement, on peut avoir des dimensions qui sont fortement corrélées, par exemple, des dimensions qui sont constantes, on n'a que des zéros, des trucs qu'on peut supprimer sans perdre de l'information. Et souvent, la réduction de la dimensionnalité va être appliquée en pré-traitement, par exemple, sur des problèmes un peu complexes. On verra tout à l'heure. Enfin, ouais, donc il y a les deux autres champs qui sont l'apprentissage par renforcement et le transfer learning. Ça, je ne vais pas trop en parler. Juste un peu pour le deep learning à la fin, je vous parlerai un peu de quelques exemples de transfer learning. Mais juste là, j'en dis deux mots juste dans mon introduction. Donc l'apprentissage par renforcement, c'est un champ de recherche en soi, qui est différent de l'apprentissage supervisé. En fait, ici, on vient plutôt, comme on viendrait éduquer un enfant, par exemple, en fait, on vient donner une récompense au système, récompense positive ou négative, selon les prédictions qu'il a effectuées, mais sans pour autant lui donner la réponse, quoi. Par exemple, si j'avais mes oies et mes canards, là, le système me dit bah, ça c'est une oie, je lui dis pas non, tu t'es trompé, je lui dis c'est bien ou c'est pas bien. Donc en règle générale, c'est des algorithmes qui sont très très lents à entraîner, très lents à converger, mais qui donnent des réponses, enfin qui donnent une modélisation très robuste des problèmes. Et, donc un très bon exemple, c'est AlphaGo, qui a été sorti par Google en 2016. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là. C'est le premier algorithme qui a battu le champion du monde de Go. Voilà, le Go, c'est un jeu de plateau beaucoup plus complexe point de vue combinatoire que les échecs, par exemple. Donc il a fallu attendre 2016 pour battre le champion du monde de Go. Voilà. Ensuite, on a donc le transfer learning. Donc le transfer learning, il s'agit en fait de passer d'un domaine à l'autre. Par exemple, je veux passer du texte à une photo, ou bien j'ai une photo et je veux en extraire une légende, passer de la photo au texte.
passer d'une photo à la peinture, enfin il y a plein de trucs comme ça, transfert de voix par exemple, si vous voulez que je parle avec la voix de, je sais pas, Donald Trump, voilà. C'est du transfert learning, ça, des choses qui existent. Et du coup, tout ça existe. Et donc Google, après son AlphaGo, là, ils se sont dit, bon bah c'est bien, on bat le champion du monde de Go, et si avec mon modèle qui est très fort en Go, je battais le champion du monde des échecs. Donc ils ont fait du transfert learning pour battre le champion du monde des échecs avec un système qui a appris à jouer au Go. Voilà. Donc ça, c'est des exemples assez avancés de machine learning. Et ça a marché? Oui, ça a marché. Ouais. Ça a marché. Je sais plus, je crois que c'est 2018. Il y a des papiers, ça s'appelle genre AlphaGo Plus ou un truc comme ça. Donc voilà, maintenant qu'on a vu un aperçu, disons, du champ des possibles assez rapidement, j'aimerais bien parler assez précisément des données. Quels sont les types de données qu'on peut utiliser, qu'on peut donner à manger à nos algorithmes. Dans un second temps, après, on verra les algorithmes qui vont manger ces données. Donc, les données, ça peut être beaucoup de choses en fait. Ça peut être genre des data frames, des tableaux avec des données quantitatives, qualitatives. Ça peut être des images, des vidéos, ça peut être du texte, ça peut être du signal. Ici, c'est un exemple de signal audio, enfin de parole en fait. Ça peut être des données, des cours de bourse, etc. Ça peut être des graphes, des données un peu structurées. Et j'en oublie certainement. Mais du coup, il y a un point commun entre tout ça, c'est que tout ça, ça doit être représenté sous forme numérique. Ok ? Donc je vais prendre chacun des cas un par un. Donc bon, déjà pour le signal ici, bah, c'est directement un vecteur de chiffres, donc là c'est facile, pas trop de traitement à faire. Pour les graphes, on peut simplement les représenter sous forme de matrice, via la matrice d'adjacence ou le Laplacien. Peut-être j'y reviendrai si j'ai un moment sur le Laplacien plus tard. C'est bref une manière de représenter un graphe de données sous forme matricielle. L'image. Donc une image, c'est une matrice de pixels en fait. Donc si on zoome sur l'image, on a les petits carrés. Ce petit carré, c'est un nombre souvent entre 0 et 255. Donc quand on est en niveau de gris, en fait en noir et blanc, on a une seule dimension. Si on est en couleur, on a RGB, donc rouge, vert, bleu. Donc on aura pour chacun des pixels 3 chiffres. Donc voilà, ça nous donne une matrice. Très bien. Alors sachant que sur les images, typiquement, on se retrouve avec des trucs de grande dimension. Si j'ai une image 512 par 512 pixels, par exemple, ça fait 512 au carré, ça fait quoi 250 000, enfin ça fait beaucoup de dimensions. Voilà. Et, ouais, peut-être en parler maintenant. Du coup, en fait, dans un algorithme qui va par exemple manger des images en entrée, pour venir apprendre par exemple à reconnaître des visages, chaque point, chaque X dont je parlais tout à l'heure, ici ça va être une image entière. Donc l'image va être un point dans un espace de dimension 250 000. Ce qui n'est pas sans poser de problème, comme on verra tout à l'heure. Ici, pour l'audio ou pour le signal, qui peut venir d'autres capteurs, type, je sais pas, un sismographe, etc. Donc ici, un exemple pour l'audio. Donc, oui, donc moi, je viens plutôt du monde du signal, enfin, une petite note personnelle. Du coup, je suis plutôt ingénieur en traitement d'image, et avant d'être ici, j'étais dans un labo qui travaillait sur le speech, sur le traitement de la parole. Donc je connais beaucoup les techniques appliquées à la parole et à l'image pour le machine learning. Donc typiquement, un signal de parole, il est échantillonné à 44 000 Hz. C'est-à-dire que toutes les secondes, on a 44 000 chiffres. C'est quand même beaucoup. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sous-échantillonner le signal et on va faire une décomposition fréquentielle, comme on voit ici, un spectrogramme. Donc on va le descendre à 100 Hz et du coup, on rajoute une deuxième dimension qui est la dimension des fréquences. Souvent, on garde genre 15 ou 20 canaux. Donc typiquement, de 44 000 points par seconde, on va passer à genre 2000 points par seconde. Et voilà, donc maintenant, se pose la question pour les données catégorielles et pour le texte. Donc ça, je vais y venir maintenant. Du coup, comment faire pour transformer une donnée catégorielle en vecteur numérique? Donc là, j'ai pris l'exemple de ville, par exemple. J'ai une base de données avec 3 villes, Londres, Paris, New York. Donc une première idée, c'est simplement, je commence à numéroter, je numérote toutes mes villes, 1, 2, 3, 4, 5. Alors en fait, non, faut pas faire comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt utiliser l'encodage one-hot. Donc pour chaque ville, en fait, je vais la coder sur 1, 0, 0, etc. Donc j'aurai un long vecteur avec que des zéros et avec un seul 1 sur une seule colonne. Alors pourquoi il faut faire ça?
Simplement parce que si je prends mon premier code, là où je compte Londres 1, Paris 2, New York 3, je vais intégrer une notion d'ordre entre mes villes, entre mes données catégorielles, une notion de distance. Donc je pourrais dire New York est plus petit que Paris, par exemple, ce qui n'a pas vraiment de sens. Alors pour certains algorithmes qui sont notamment basés sur la distance, ça va être catastrophique de faire ça. Pour d'autres algorithmes, genre les arbres de décision, c'est pas très grave, on peut s'en tirer. Mais d'une manière générale, les données catégorielles, on les convertit toujours en OneNote. Du coup, voilà, on se retrouve, donc là j'ai 3 villes, mais si j'en ai 150 par exemple, je vais me retrouver avec des données en dimension 150, en très grande dimension. En fait, c'est pas vraiment un problème. Les algorithmes en général, je vous en parlerai tout à l'heure, du problème de la dimensionnalité, mais en général ça va. Voilà, donc ça c'était le truc facile, les données catégorielles. Maintenant, un truc plus compliqué, c'est le texte. Alors comment convertir un texte en un vecteur ou en une matrice de données? Alors en fait c'est un champ de recherche, un champ scientifique en soi, de pré-traiter le texte et de le convertir en nombre. Donc il y a moult façons de faire, mais d'une manière générale, on commence par venir faire un pré-traitement du texte. Donc je vais déjà commencer par exemple le couper en phrases. Donc chaque phrase va devenir une ligne dans ma matrice. Ensuite je vais enlever le bruit, typiquement je sais pas, les parenthèses, les URL, les étoiles, les trucs bizarres qu'on a dans le texte, les tirets, etc. Je viens le normaliser, c'est-à-dire souvent je vais enlever la ponctuation, tout mettre en minuscule. Ensuite, deuxième étape, une fois que j'ai fait ce premier pré-traitement, c'est de venir faire ce qu'on appelle la tokenisation. Donc le token, ça va être l'unité qu'on va regarder, ça peut être le mot au niveau de la phrase. Souvent, nous, on va plutôt s'intéresser au niveau du mot. Donc tokeniser un texte, ça veut dire le couper en mots. Alors ça paraît tout bête comme ça, en fait c'est très compliqué. Il y a plein de cas particuliers, genre comment vous coupez, je sais pas, à peu près, par exemple, c'est-à-dire, c'est un mot, c'est 4 mots, c'est 3 mots, comment ça marche. Et ça c'est pour le français, mais on a combien plus de 2000 langues parlées dans le monde, je sais pas combien. Donc en fait c'est un problème compliqué. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on a notre découpage en mots, on vient faire ce qu'on appelle la lématisation. La lématisation, c'est-à-dire qu'on va considérer à partir de formes syntactiques genre conjuguées, on va tout mettre à l'infinitif. Donc par exemple les noms, je vais les mettre au singulier masculin, les verbes, je vais les mettre à l'infinitif. Donc par exemple si je dis je suis, je sais pas, cette phrase est un exemple, par exemple je vais garder uniquement phrase exemple. Et c'est ça que je vais traiter dans mes modèles derrière. Ensuite, une fois qu'on a ça, donc là, on est encore à l'échelle des mots. On a des mots singuliers, masculins, à l'infinitif, etc. On a toujours des mots, on n'a toujours pas de chiffres. Donc là, je vous présente 3 méthodes très répandues pour ce faire. Donc je vais commencer par celle du milieu, tiens, la TF-IDF. Donc en fait, c'est Term Frequency, Inverse Document Frequency. L'idée, c'est que là, je vais construire une grande matrice. Donc ça, c'est un cas qui s'applique quand j'ai plusieurs documents et que je veux venir faire des analyses sur ces différents documents. Par exemple, classer les documents en différents thèmes ou des choses comme ça. Je vais faire une grande matrice avec en colonne mes documents, en ligne mes mots, et je viens compter tel document, il y a telle occurrence de ce mot, etc. etc. Et voilà, donc on vient juste construire une grande matrice, document fois mot. Ensuite, on a la solution qu'on vient de voir tout à l'heure, faire du one-hot encoding sur mon dictionnaire de mots. Et on a une solution bien plus fine qui est ce qu'on appelle les word embeddings. Embedding, c'est un mot qu'on retrouve souvent en deep learning, en réseau de neurones. Ça veut dire plongement, on pourrait traduire ça par plongement en français. Qu'on vient plonger le mot dans un espace de représentation un peu riche et complexe. Donc on va voir un exemple tout de suite de ce que c'est et à quoi ça sert. Donc par exemple, là, si je prends le mot accueil et que je le convertis en one-hot, selon la taille de mon dictionnaire, mettons que si j'ai 100 000 mots dans mon dictionnaire, j'aurai un vecteur immense avec que des zéros et un seul 1 à un endroit. C'est beaucoup d'espace gâché quand même. Mais bon, on fait des trucs qui marchent très bien avec ça. Et le word embedding, du coup, en fait, je vais construire, projeter le mot accueil dans son espace de représentation. Et là, donc dans cet exemple-là, j'ai un espace à 300 dimensions, dans lequel, je vais vous expliquer comment ça marche un petit peu après, mais juste pour le côté applicatif. Mais le word embedding permet de capturer des notions de sémantique et de sens dans les mots, et de les mettre sous forme de vecteurs. Donc par exemple, je peux m'amuser à faire de l'arithmétique un petit peu sur mes mots.
Donc là, j'ai pris l'exemple, donc par exemple, donc si je vous dis le roi est à la reine, ce que l'homme est à la femme. Voilà. Donc on peut faire, voilà. Donc homme moins roi plus femme égale reine. Voilà. Et donc si je fais ces petites opérations dans mon espace de représentation des World of Betting, là, j'ai des trucs un peu comme ça. Alors du coup, ça c'est des modèles de machine learning évolués qui nous permettent de faire ça. C'est basé sur des réseaux de neurones en fait. Donc si on utilise ça, nous, dans notre travail au quotidien, on n'a pas besoin de venir réentraîner le modèle, on vient le télécharger, il est pré-entraîné pour nous, disponible dans plein de langues différentes, etc. Et en fait, comment c'est entraîné ce truc-là? En fait, c'est un système qui vient manger des phrases, et dans la phrase, je viens enlever le mot du milieu. Et le système est entraîné à retrouver le mot manquant au milieu de ma phrase. Et pour faire ça, en fait, il est obligé de capturer le contexte et de venir, de manière implicite, apprendre de la sémantique sur le langage. Donc il y a deux modèles très populaires. Il y a le modèle historique qui s'appelle WordPress, qui date des années, je sais pas, 2005, et BERT qui date de 2015 à peu près. Donc c'est le même principe, et il y a un facteur d'échelle de 1 à 1000 entre les performances et la complexité des données. Donc voilà. Oui, donc un dernier petit mot sur le texte. Je pense que les traitements de texte dans l'activité d'économique, ça peut être intéressant. Il y a tout un champ applicatif que peut-être vous n'envisagez pas trop, ou vous avez une idée, mais vous ne savez pas comment faire. Donc j'en parlerai plutôt à la deuxième séquence, mais moi j'ai un projet en cours avec Bénédicte et Fabien, où on vient analyser les rapports RSE des entreprises du CAC 40 de manière automatique. Donc on a 20 entreprises fois 10 ans, fois 500 pages par rapport. Et on vient analyser automatiquement ces rapports pour venir les mettre en perspective par rapport aux lois environnementales. En fait, on essaie de voir quelle entreprise anticipe les lois ou au contraire s'en fiche un peu, etc. Et donc pour faire ça, on vient utiliser des techniques type BERT. Voilà, donc au bout du compte, si je reviens un peu à mes données, que ce soit des images, des données numériques, des signaux, quoi que ce soit, on finit toujours par avoir une matrice. Donc sur les lignes, j'ai mes échantillons, donc autant de lignes que j'ai d'échantillons, de points de données dans ma matrice, et en vertical, j'ai la dimensionnalité de mes données. Voilà. En règle générale, donc ça va différer un peu de ce qu'on fait en statistique. Donc en général, j'ai besoin de normaliser. Les modèles demandent à ce que les données soient normalisées en colonnes, c'est-à-dire que chaque dimension doit avoir une moyenne nulle, une variance unitaire. En général, les outliers, on s'en fiche un petit peu, on les laisse où ils sont bien là. Alors souvent en statistique, on va plutôt chercher de temps en temps, on cherche plutôt à les éviter. Ouais, un dernier point pour les séquences. Typiquement, alors ça marche beaucoup pour la parole par exemple, ça peut être pour des textes aussi, évidemment, si j'analyse des tweets par exemple, j'ai des tweets plus ou moins longs, du coup je vais me retrouver avec des problèmes de taille, comment je fais rentrer des trucs de taille différents dans ma matrice. En fait, je vais rajouter un symbole spécial de palier, par exemple, je vais mettre que des zéros à la fin pour dire voilà, ce tweet est plus court que l'autre. Donc voilà, ça c'est pour le côté non supervisé, et quand je suis en supervisé, j'ai également mon Y, qu'il faut venir préparer également. Donc pour ce qui est de la classification, je transforme mes classes en one-hot. Donc là, pour mes oies et mes canards, ça va être les 0, 1, 1, 0 par exemple. Et quand je cherche à prédire, à faire une régression, voilà, donc j'ai des données continues. Voilà. Alors, maintenant, on va parler un peu, avant de présenter les différents algos, du problème de la dimensionnalité. Donc comme je disais tout à l'heure, genre une image 512 par 512, on est en dimension 260 000. Absolument. Et il y a un truc dont il faut vraiment se méfier. En fait, il y a un théorème qui nous dit quand la dimension tend vers l'infini, dataset, si la distance est infinie, ils auront la même distance. Donc c'est un truc. Donc là, sur le petit dessin, c'est une image pour le représenter un peu de manière intuitive. Donc là, j'ai quoi, 6 ou 7 points. Quand je les regarde en 1D, voilà, c'est un peu dense. En 2D, il commence à y avoir des trous. En 3D, c'est un grand espace vide avec un point de ci, de là. Et donc imaginez ça en dimension 1000 ou 260 000. Donc en fait, on a un désert de vide avec de temps en temps un tout petit point. Alors en général, les algos, il y a des algos qui n'aiment pas du tout ça, il y en a d'autres, ça marche très bien.
Mais c'est un truc à toujours garder en mémoire, ce problème de la dimensionnalité. Donc, voilà, si j'ai un algorithme, si j'ai des résultats vraiment contre-intuitifs, des trucs vraiment bizarres, ça marche pas, j'ai peut-être un problème de dimensionnalité. Et je peux essayer de venir réduire la dimension, par exemple, ou faire des choses comme ça. Donc, bon, j'insiste un peu là-dessus parce que moi, ça m'a vraiment posé des problèmes, ce truc-là, par le passé. Voilà, donc maintenant qu'on a parlé des données, je ne sais pas si vous avez des questions, on peut passer aux différents algorithmes. Il y en a peut-être dans la discussion, je vois qu'il y a des messages. Ah ouais Non, c'est pas. Non. Ah oui, tu relais si on a Ouais, non, en fait, c'est juste des personnes quand il n'y avait pas la présentation. Quand il n'y avait pas les justement, grille, quand il n'y avait pas la présentation. Puis, je pense, Magali, peut-être, qui a fait une petite erreur en mettant des plus partout. Moi, j'avais une petite question, si tu me permets. Bien sûr. Là, au fait, ce que tu fais, c'est tu présentes, au fait, effectivement, quelque chose du genre j'extrais de l'information, au fait, à partir de... Mais il y a aussi d'autres possibilités où on pourrait se dire, par exemple, j'ai envie de construire quelque chose à partir de l'apprentissage. Donc, ça veut dire que tu auras un deuxième processus qui va se rajouter, ou c'est dans le même, on peut faire des choses comme ça? Je veux dire que là, mes données seraient la sortie du modèle en quelque sorte. Enfin, je prends par exemple des romans. Des romans, donc j'essaie d'analyser comment les gens écrivent et tout, et puis j'essaie d'écrire un roman à mon nom, à partir d'une intelligence artificielle. Oui. Et donc on a besoin d'autre chose plutôt que de ça, ou c'est à part... Non, parce que quand tu dis... Parce que, en gros, quand tu récupères, par exemple, tu dis un verbe, il est toujours à l'infinitif. Et si moi j'ai envie de faire un truc au, je sais pas, au subjonctif, au présent du subjonctif, comment il va pouvoir... Ah oui, d'accord, oui, je comprends. Alors, du coup, c'est vrai que quand je disais on va les matiser, on va tout mettre à l'infinitif et tout ça, ça c'est pas vraiment... Donc, en fait, toi, tu poses la question des modèles génératifs. On verra ça. Exactement, c'est génératif, tout à fait. Ouais, comment, à partir d'une collection... vous verrez, il y a des trucs très impressionnants. Hein, par exemple, des modèles qui ont mangé tout Van Gogh, après on leur donne une photo, et ils réinterprètent la photo dans le style de Van Gogh, par exemple. Ou il y a des trucs qui ont mangé tout Shakespeare et qui font du Shakespeare. Voilà. D'accord. Voilà. Et du coup, alors, est-ce que c'est quoi? C'est de la régression, c'est de la classification, c'est du transfert, c'est des champs applicatifs, enfin c'est des applications un peu hybrides, quoi, on va dire, je sais pas, assez haut niveau, quoi. On peut faire des trucs très compliqués avec ça. Et ça, le deep learning marche super bien si tu veux écrire un roman à ton nom. Voilà. Je te conseille quelques modèles de deep learning pour faire ça. Mais alors, rebondir sur ce point, c'est que récemment, cette année, on a eu l'un de ces fameux modèles qui a défrayé la chronique, qui continue de le faire, c'est DALL-E, dont on a beaucoup entendu parler, où, du coup, c'est la même chose que tu nous expliques, sauf que cette fois, ils ont rajouté du transfer learning pour transformer du texte en image, où tu rentres un input en textuel, je veux un oiseau bleu qui vole sur un fond de mur de briques, voilà, et paf, le modèle va te générer tout. Donc là, bon, c'est un petit spoil de ma prochaine séance, mais c'est des exemples d'algorithmes génératifs, puisque vous posez la question. Donc voilà, ces choses n'existent pas. Cette jeune femme n'existe pas, ce chaton n'existe pas, cette carte n'existe pas. Donc ça a été généré. Il y a un site, un ZisX does not exist, vous pouvez le voir. Et on peut faire des trucs bien plus forts, un peu comme le DALL-E là. Par exemple, le première image, c'est je dessine un truc bébête avec mon pinceau, hop, ça me génère une photo. Wow. Voilà. Le bulldozer, là, c'est reconstruction 3D à partir de quelques images. Voilà, ça c'est un truc tout nouveau, c'est NVIDIA qui a sorti ça il y a quelques mois. Et enfin, le truc de transfert style Van Gogh, là dont je parlais, c'est réinterpréter une photo. Donc en fait, voilà, je prends une photo d'un paysage, plus un style de peintre, et je réinterprète ma photo dans le style de la peinture. Voilà. Ouais. Donc, et alors voilà, ça c'est parce que ça rentre sur un slide, mais on a la même chose avec une vidéo, ça commence à être un peu flippant, avec la voix. Oui, bien sûr, les tweets, avec la voix. Voilà. Donc, voilà, me faire parler avec Donald Trump, c'est facile, ça existe. C'est quelques clics et c'est fait. Voilà. Mais du coup, on verra un peu comment ça marche ces trucs-là à la prochaine séance. Du coup, je ne vais pas vous montrer ça maintenant. Teaser. Voilà. Petit... Peut-être, j'en étais où, moi? La dimensionnalité. Ouais, j'avais fini la dimensionnalité. Ça c'est fait. Par contre, là, on ne voit plus. Oui, je ne vous normal, inquiétez pas, d'accord. ça va revenir. Shift F5. Dimension 0. Voilà. Et juste sur la dimensionnalité, enfin,
Est-ce que tu as des tests pour diminuer toutes ces questions? Parce qu'en fait, oui, tu peux avoir des conclusions qui te paraissent aberrantes, mais parfois... Ouais, en fait, oui, c'est vrai, je ne l'ai pas dit ça. Je peux pas vous dire à partir de dimension 1000 le danger. C'est pas du tout ça. En fait, ça va dépendre de la distribution de mes données dans l'espace. Ça va dépendre de l'algorithme que j'utilise. Ça va dépendre de pas mal de trucs. C'est pas une recette à appliquer bêtement que je vous dis attention à partir de d égale 1000, ça se passerait bien. C'est plutôt si vous avez des résultats qui sont compliqués à interpréter, qui sont contre-intuitifs, c'est peut-être lié à ce problème-là. Il n'y a pas comme analyse des données, le niveau de changement dans l'inertie que l'on a, des choses comme ça. Ouais, ou dans la variance, je sais pas, oui. Enfin, mais du coup, on va voir juste après. Dans les méthodes de classification, par exemple, il y a des systèmes comme ça. Si c'est des dendrogrammes avec des classifications ascendantes de hiérarchie. Il y a des tests pour savoir où ça paraît le plus pertinent de couper. Ah oui, d'accord, quand on fabrique un arbre. Ouais. Et pareil pour la méthode des Kamins, on essaye avec différents cas et puis on regarde à un moment donné, c'est pas une rupture dans l'évolution oui, mais du coup, Kamins, d'un indicateur en fonction de... Kamins, moi je vais le détailler tout à l'heure, le Kamins, mais typiquement, c'est un algo qui construit sur la distance, il mesure des distances entre les centroïdes et tous les points. Et donc si on est en dimension 20 millions, enfin, du coup, ça va moins bien marcher. Et il y a des méthodes qui sont plutôt basées sur des solutions algébriques, où là, du coup, on n'a plus trop de notion de distance. Ou bien, non pas de distance absolue, mais on va faire des graphes de voisinage, des trucs comme ça. Mais je vais en parler après. Pour rejoindre ce que disait Eric, peut-être les trois graphiques, là, on a envie de dire oui, à gauche, on comprend qu'on n'a pas d'information en se limitant à une dimension 1. Donc on comprend que si on va sur trop de dimensions, on ne voit plus rien, c'est le désert, mais effectivement, la dimension 2, on se dit, oui, on a l'impression de pouvoir interpréter des choses à partir de la dimension 2. En fait, ce plot-là, c'était pas trop pour qu'il y ait des trucs à interpréter, c'était pour vous montrer la densité, en fait. Parce que quand on augmente le nombre de dimensions, notre espace devient vide. Et du coup, il y a un autre truc, il y a une autre approche, c'est de regarder le ratio entre le rayon et le volume d'une sphère en n dimensions. Et on voit qu'en fait, quand la dimension tend vers l'infini, ce rapport tend vers 1. En fait, du coup, l'hypersphère de dimension infinie, c'est juste un point. Il n'y a plus de volume. Voilà. Du coup, bon, maintenant qu'on a parlé de nos données, on peut venir voir qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces données. Le machine learning, c'est une famille très grande. Il y a plein d'algos de toutes sortes. Ne soyez pas perdus, comme je l'ai écrit, voilà. Donc ça, c'est un petit plan. Donc, alors, je vous présente scikit-learn. Donc, scikit-learn, c'est une toolbox en Python qui est à l'état de l'art pour le machine learning. C'est vraiment un truc que je vous conseille. Si vous faites du machine learning, courez voir scikit-learn si vous ne connaissez pas encore. C'est très très bien fait. Et donc ça, c'est le plan un peu qui est dans la documentation du site. Donc qui nous permet de nous démêler et de savoir selon les problèmes qu'on a et les données qu'on a, quel problème venir appliquer. Donc genre, je peux faire un peu comme... reprendre mon exemple des canards et des oies tout à l'heure. Ah oui, en fait, on voit très mal. Mais bon. Du coup, je commence. Donc l'idée, c'est si j'ai moins de 50 points, je retourne chercher plus de points. Sinon, donc, moi, je cherchais à prédire une catégorie tout à l'heure, de mes oies ou mes canards. Donc oui, ok. J'avais des données labellisées, oui. J'étais en côté supervisé, hop. J'avais moins de 100 000 points, oui. Hop, on me conseille de faire le truc qui s'appelle linéaire SVC. Alors, c'est quoi linéaire SVC? En fait, sur le site, je clique et j'ai la documentation. En fait, linéaire SVC, c'est une classification par SVM, par Support Vector Machine. On verra ça tout à l'heure. Et donc là, on retrouve en fait mes applications, les applications que j'avais tout à l'heure, supervisées, régression, classification, et non supervisées en bas, réduction de dimension et clustering. Donc on va voir rapidement, ou un peu moins rapidement, selon vos questions, des petits exemples de chacun des cas. Et en fait, je vais commencer par la réduction de dimension, puis clustering, et après je ferai le supervision. Alors, donc on va commencer, donc, comme je le disais, par la réduction de dimension. Donc on en a déjà parlé un petit peu. L'intérêt, c'est quand on a des données en grande dimension, déjà, c'est qu'on peut vouloir les appréhender, les visualiser. Avant de faire quoi que ce soit, c'est toujours bien de venir explorer un peu ces données. Donc on peut extraire des stats descriptives, on peut aussi chercher à visualiser le nuage de points, par exemple. Et ça va aussi servir pour simplifier mes données, diminuer les corrélations entre dimensions, etc.
Donc pour ça, il y a un algo super classique que je pense que vous connaissez à peu près tous, vous avez tous entendu parler de ça, c'est la PCA, l'analyse en composantes principales. Donc c'est un algorithme, donc c'est une solution algébrique, explicite, déterministe et tout ça, on fait un calcul, on extrait les valeurs propres, et en fait on vient chercher une combinaison linéaire de mes axes en entrée qui vient expliquer le maximum de la variance de mes données. Donc là par exemple j'ai un nuage de points, bon ça ressemble à une gaussienne un peu éclatée, et quand je fais ma PCA dessus, la PCA va me dire en fait, ah bah sur cet axe-là, verticale, ma variance est très étalée, et sur ce second axe-là, un peu moins. Donc moi, je peux décider de passer donc de ce point de vue en 2 dimensions à une seule dimension, en venant projeter sur mon premier axe PCA. Alors du coup, bon, ça marche très bien, la PCA, c'est le truc à essayer systématiquement en première intention. D'autant que quand on ne sait pas combien de dimensions enlever, par exemple, la PCA me dit, voilà, avec n dimensions, j'explique 90% de ma variance, 95% de ma variance, etc. Donc on peut choisir le seuil de coupe en termes de dimensions grâce à ça. Cependant, du coup, ça nous donne une transformation linéaire, une combinaison linéaire de nos données. Mais que faire quand j'ai souvent les données du monde réel sont hautement non linéaires. Donc par exemple, là j'ai une gaussienne un peu appelée comme ça. Si j'avais un truc en forme de U par exemple, la PCA me donnerait un truc plat et ça ne marcherait pas. Donc c'est ce que j'explique ici. Voilà. Donc par exemple, si on prend un dataset en forme de spirale, ici en 2D, si je fais ma PCA dessus, il va m'extraire, il va me dire bah, c'est cet axe-là sur lequel la variance va être découpée. Et je vais complètement casser la structure interne de mes données. Moi, ce que je voudrais, c'est que je puisse récupérer le petit fil qui est là, le petit filament, pouvoir le déplier comme un ruban. Alors pour ça, on a ce qu'on appelle les algorithmes d'apprentissage de variété, les manifolds en anglais. Donc la variété, c'est un objet mathématique qui est grosso modo... Donc il faut imaginer une surface plongée en grande dimension, et cette surface, elle peut être déformée, d'une forme quelconque. Cependant, si on zoome assez près, elle sera localement euclidienne, en fait, elle sera localement plate. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai une forme arrondie comme celle-ci, localement elle est plate, et mes algos vont venir chercher à aplatir cette forme petit à petit, pour, à partir d'une spirale par exemple, pour revenir reconstruire un ruban, un trait plat, et de sorte d'avoir un problème linéaire en sorte. Donc, alors il y a plein d'algorithmes qui font ça. Souvent l'idée c'est plutôt une approche géométrique de truc. On vient construire ce qu'on appelle un graphe de voisinage. Donc chaque point de mon dataset, je vais venir le relier à ses voisins dans le dataset. Je construis mon graphe, et à partir de ce graphe-là, je vais venir un peu le simplifier dans l'état de B. Et ensuite, je vais venir, du coup, il y a plein de solutions différentes, mais il y a, par exemple, on peut venir aligner les tangentes. On a les tangentes des edges de mon graphe, et je vais chercher à venir les aligner. C'est une application, il y en a d'autres. Du coup, il y en a beaucoup d'algorithmes différents qui font ça. Et du coup, c'est un truc important, cette notion de variété. Parce que, alors, là je vous donne un exemple. J'ai en entrée des photos de visage, donc en très grande dimension, et j'ai appliqué un algo d'apprentissage de variété dessus, pour le réduire en 2 dimensions. Donc là, j'ai mon dataset d'images ploté en 2 dimensions. Et on peut voir, en fait, grosso modo, ouais, on ne voit pas très bien, mais l'axe vertical ici, en haut, j'ai plutôt des visages qui regardent vers la gauche, en bas, vers la droite. Et sur le second axe, j'ai plutôt genre la couleur, enfin, ou la teinte, alors pas forcément la couleur de peau, ça peut être justement la luminosité. Alors, du coup, un truc important avec ça, c'est que souvent, très souvent, les données qu'on a dans la vraie vie, elles se situent donc dans un espace à grande dimension, mais en fait, elles sont incluses dans une variété à plus faible dimension. La structure intrinsèque de mes données va être à faible dimension, même si l'espace dans lequel elles sont projetées est grand. Du coup, il y a un... je vais prendre un peu le temps de parler de cet exemple vite fait. Il y a un exemple assez intuitif pour comprendre ça. Imaginez que je veux apprendre un programme à lire l'heure. Je lui donne plein de photos, des photos d'une horloge à différentes heures de la journée. Donc je vais me retrouver avec des points dans un espace à 260 000, là, dans l'espace de pixels. En fait, le problème de lire l'heure, à partir de mes dimensions à 260 000, là, ça revient juste à extraire 2 angles de mon image. C'est l'angle de nuit des heures
et l'angle de l'aiguille des minutes. Okay, donc, quelque part dans mon espace à 260 000, là, j'ai une variété à 2 dimensions qui se trimballe. Et cette variété-là va me permettre de reconstruire l'espace des heures possibles de la journée. Et si on cherche un peu, alors je n'ai pas retrouvé cette image-là, mais en fait on peut s'amuser à partir d'une collection de photos d'horloge à construire une variété qui fait un truc un peu comme ça. Donc on a le grand rond qui est le cycle des 12 heures, et on a 12 petits ronds, voilà, pour montrer le tour des minutes, quoi, 60 minutes. Donc très souvent, je le répète, c'est important, je pense que dans les données de la vraie vie, on a très souvent des structures en basse dimension qui sont plongées dans un truc à grande dimension. Voilà. Maintenant, on passe au clustering. Donc le clustering, il va s'agir de, donc non pas de réduire la dimension, mais là de venir regrouper les données selon une similarité. Alors, donc il y a un algo très classique que, enfin, si vous ne connaissez pas dans le détail, vous en avez entendu parler, c'est les K-means. C'est un algo à la fois très puissant et très simple et très élégant. Donc là, vous avez un exemple, un petit GIF en dimension 2. Donc comment ça marche? Déjà, le paramètre que je donne à mon algorithme, c'est K, le nombre de clusters que je cherche. Ensuite, je vais poser aléatoirement K centres de gravité, K centroïdes de mes classes. Je les pose aléatoirement dans mon espace. Et de manière itérative, je vais venir assigner chaque point de mon espace au K, au centroïde le plus proche. Je viens réestimer la position du centre comme étant le centre de gravité des points qui ont été assignés à ce point, à ce centre, et j'itère jusqu'à convergence. Donc c'est un algo à toujours essayer en première intention. Alors, il y a le problème du nombre K de clusters. Si on ne sait pas, on peut essayer avec différents cas, et comme vous en parliez tout à l'heure, on a des tests statistiques pour venir voir la qualité du clustering en fonction du nombre K. Je ne suis pas rentré dans ce niveau de détail. Du coup, K-means marche en général assez bien, mais il y a quand même quelques hypothèses à faire sur nos données. Typiquement, on estime, c'est le cas ici en bas à gauche, on estime que la variance de mes classes est à peu près homogène. S'il y a trop de différences de variance entre mes classes, ça va mal marcher. Pareil, j'imagine que mes données sont isotropes, enfin qu'elles sont répandues dans toutes les directions à peu près de la même manière. Sinon, ça ne marche pas. Du coup, j'ai des alternatives aux K-means. Les mélanges de gaussiennes. Donc typiquement, au lieu d'apprendre donc les K-means, en fait, on vient modéliser chaque cluster par son centre de gravité, juste un point. Avec les gaussiennes, on vient le modéliser du coup par son centre et par une distribution gaussienne sur les dimensions. Donc ça donne un truc plus riche, qui permet de venir régler le problème de l'anisotropie ou des différences de variance. Et notamment, alors, les mélanges gaussiens sont initialisés par un K-means. On peut voir ça comme un raffinement des K-means. Et ensuite, j'ai le spectral clustering. Là, c'est un truc un peu différent. Ça revient à l'apprentissage de variété dont je parlais tout à l'heure. Souvent, c'est un truc, on commence par construire un graphe de voisinage de tous mes points, et je vais chercher, en gros, à couper mon graphe aux endroits où ça fait le moins mal, pour venir le séparer en cas paquets, les plus séparés possible. Et donc, le spectral clustering, c'est assez rigolo, mais enfin, en interne, on construit ce graphe de voisinage. Ensuite, je viens réduire la dimension avec une PCA, et là-dessus, j'applique un K-means. Voilà. Donc, en fait, on voit que les méthodes un peu plus compliquées sont à base de méthodes un peu... Enfin, des méthodes simples, quoi. Voilà. Alors, maintenant, on passe au monde du supervisé. Donc là, cette fois-ci, ce qui change, pour rappel, donc, c'est qu'on vient chercher à prédire un label Y dans notre dataset. Donc on vient apprendre un modèle à partir de données annotées. Donc il y a un premier truc à faire en première approche, c'est les cas voisins. En fait, c'est le cas dégénéré de l'apprentissage, puisque là, en fait, le modèle, c'est juste nos données entières, on n'apprend rien du tout, on utilise toutes nos données. Et si j'ai un nouveau point, je le plonge dans mon dataset et je vais regarder quels sont ses voisins. Et je peux essayer de venir, par exemple, si je fais une classification, je vais venir faire un vote majoritaire, quelles sont les classes de mes voisins, je fais un vote majoritaire. Ou si je fais une régression, je vais venir interpoler selon la valeur de mes voisins. Du coup, ouais, c'est un truc à essayer. Et alors, évidemment, ça ne marche pas tout le temps, sinon on fait les cas voisins et puis c'est fini. Du coup, typiquement, là, quand on est en grande dimension, le problème de la dimensionnalité va venir
je vais arriver très vite. Il y a un autre problème, c'est si j'ai trop de points, par exemple. Enfin, du coup, là, si je plonge un nouveau point, là, c'est un problème d'optimisation, enfin, de puissance de calcul. Si je plonge un nouveau point, je suis obligé de calculer sa distance entre tous les points que j'ai dans le dataset. Ça peut être très coûteux. Même si j'ai des optimisations algorithmiques pour le faire, voilà, ça peut être un peu limitant, quoi. Et en fait, souvent, moi, ce que je fais quand j'ai un problème de machine learning, ça, c'est le premier truc que je vais essayer. Et ça va me servir de baseline, en fait. Et les modèles plus riches que je vais essayer derrière, je vais les comparer aux résultats que j'ai obtenus avec un voisin. Et souvent, on a un petit mieux, mais pas tant que ça. Voilà, donc ça, c'est donc j'en parlais rapidement tout à l'heure, les supports vecteurs machine, c'est un truc qui est très très utilisé en classification. J'ai appris en préparant ces slides que ça marche aussi pour la régression, je ne savais pas. Donc on peut utiliser les SVM aussi pour la régression. Donc alors, support vector machine, vous pouvez traduire ça en français de manière intuitive en système à vaste marge. Donc l'idée, c'est que si j'ai deux classes ici, mes rouges et mes verts, je vais essayer de trouver l'hyperplan qui vient séparer mes deux classes avec la marge la plus forte, l'espace le plus fort. Donc c'est une classification binaire, et quand j'ai des problèmes multiclasses, en fait, je viens apprendre un séparateur pour chaque paire de classes. Alors, je n'ai pas posé les équations, hein, mais mathématiquement, ça s'exprime comme un problème d'optimisation sous contrainte, ce truc. En fait, je viens maximiser la taille de la marge sous la contrainte que j'ai peu de points qui soient mal classés. Voilà. Donc ça, donc les SVM, en fait, c'était très très populaire avant l'arrivée du deep learning. En fait, il y a une courbe que j'ai pas réussi à retrouver, mais qui montre le nombre de publications en fonction des années. Et on a les SVM du coup qui croissent comme ça, jusqu'à ce qu'arrive le deep learning, et pouf, on a vraiment un croisement assez brutal des publications. Voilà. Et donc les SVM marchent très très bien pour les très grandes dimensions, où on a relativement peu de données par rapport au nombre de dimensions. Ça marche assez bien. Alors, le truc, c'est que là je vous ai parlé d'hyperplan, enfin, du coup c'est une estimation linéaire en fait, on peut estimer une droite. Souvent nos problèmes sont non linéaires. Donc je vais y venir tout de suite, on a les méthodes à noyaux qui peuvent s'appliquer sur les SVM, également sur les PCA qu'on a vu tout à l'heure. Et comme je vous disais, voilà, donc, les SVM ont été un peu supplantés par les réseaux de nos jours. Donc les méthodes à noyaux, qu'est-ce que c'est? Donc là, quand j'ai des modèles linéaires, type SVM ou PCA, qui vont venir estimer des combinaisons linéaires, l'idée, c'est que je vais venir plonger mes données dans des dimensions supplémentaires, rajouter une non-linéarité qui va me permettre de classer de manière... Désolé, je vais le recommencer par l'exemple. Du coup, vous voyez cet exemple-là, là, j'ai mes deux classes rouge et vert. Du coup, j'ai beau essayer de tracer une droite, là, un linéaire, un plan pour essayer de couper de manière linéaire les deux classes, je vais me coucher tard parce que c'est pas possible. En fait, je peux venir transformer, grâce à une méthode à noyau, ce problème-là en un problème linéaire. Voilà, en rajoutant artificiellement des dimensions. Et hop, là je vois que j'ai plus qu'à tracer un plan pour couper mes deux classes comme il faut. Donc ça, c'est donc il y a différents noyaux selon les types, selon les usages, enfin selon le problème qu'on a à résoudre. Donc ça, c'est un noyau qui s'appelle RBF, Radial Basis Function Kernel. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais du coup les maths là-dedans sont assez compliquées, je trouve. Mais l'idée, c'est qu'en fait, on vient chercher une fonction de similarité K là, entre chaque paire de points de mon dataset. K, X, X'. Et donc, il y a encore un problème calculatoire ici, c'est que si j'ai n points, je vais devoir faire n carré opérations pour calculer mes points. Donc, c'est vite extrêmement coûteux. Donc, les informaticiens, ils n'aiment pas ça quand c'est trop complexe. La complexité n carré, on déteste. Donc, on vient plutôt faire une approximation. Je passe de n2 à n, simplement en venant faire une approximation. Donc k de x, x', en fait, ça revient juste à calculer une fonction phi de x sur chacun de x. Et je peux approximer mon noyau. Voilà, bref. Du coup, évidemment, voilà. Donc quand j'applique une méthode type SVM en linéaire, j'ai déjà des paramètres. Si en plus je veux l'appliquer dans une fonction à noyau, je rajoute encore des paramètres. Déjà, il faut que je choisisse mon noyau. Et là, donc typiquement sur le RBF, j'ai mon gamma là, qui est un paramètre libre que je veux fixer. Je
Je vais venir tout à l'heure sur comment faire pour trouver les meilleures valeurs des paramètres, etc. pour un problème donné. Excuse-moi, je n'étais pas très bien saisi là. Ouais. Là, on voit bien les rouges et les verts. Effectivement, si tu tires un peu, tu vas avoir Ouais. quelque chose. Mais intuitivement, techniquement, qu'est-ce qu'on fait au fait en réalité? Je n'arrive pas très bien à saisir. En gros, tu calcules les distances par rapport à pour chaque point, c'est ça? Ouais, une similarité entre chaque point. C'est ça, entre chaque paire de points du dataset. Et concrètement, ce que ça va faire, c'est que ça vient rajouter artificiellement des dimensions. Ouais, ça, j'ai compris. C'est ça. Et donc, ce que tu calcules, la dimension que tu rajoutes, par exemple, c'est la similarité, là, c'est ça? Non, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. J'avoue que je ne comprends pas tout à fait ça, mais théoriquement, du coup, avec ce kernel RBF, on se plonge dans une dimension infinie. D'accord. Ok. C'est lié au fait de la décomposition de cette fonction-là, exponentielle, moins, gamma, machin. On la décompose d'une manière un peu de Taylor, ou je sais pas, un peu comme quand on décompose des suites. En somme. Oui, on arrive tu fais un en- développement. Ouais, un développement limite. Enfin, oui, J'avoue que là, développement ces maths-là, je les ai complètement oubliés. Je sais pas expliquer. D'accord, Donc, ok, très bien, je vois. Mais concrètement, dans la pratique, quand on décide d'appliquer une méthode à noyer, où on n'a pas besoin de connaître toutes ces maths, on dit juste, moi je vais utiliser mon kernel RBF avec telle valeur de gamma. Alors, ça c'est un truc que du coup vous utilisez beaucoup en économie, en sciences sociales en général. Du coup, c'est un truc que j'ai quasiment jamais utilisé avant d'arriver ici, les arbres de division. J'ai vu que c'était assez populaire. Et je comprends pourquoi en fait. Du coup, c'est parce que, je pense que c'est parce que ça nous donne une décision, ça explicite la décision qui a été prise. De manière explicite, on peut savoir, voilà, j'ai pris telle décision parce que j'ai eu tel critère, et je peux remonter mon arbre feuille par feuille pour venir dire, voilà, j'ai pris telle décision parce que ceci, cela. Ce qui est beaucoup moins vrai avec d'autres modèles, en particulier avec le deep learning, on verra ça la prochaine séance. Les arbres de décision, en fait, ça vient estimer des fonctions constantes par morceau. Et là, c'est même plus des trucs linéaires, c'est constant par morceau. Et c'est appliqué, donc là j'ai mis deux exemples, ça s'applique en classification en haut et j'ai un exemple en régression en bas. Donc là, sur l'exemple de régression, on voit bien l'aspect constant par morceau. Un truc bien avec les arbres, c'est qu'ils n'ont pas besoin de pré-processing des données, là, que je vous disais, encoder en OneNote, les variables catégorielles, normalisées, il n'y a pas besoin. Et moi je trouve qu'il y a quand même un problème assez important, c'est l'instabilité des arbres qui ont été appris. Donc, typiquement, il va suffire que je mélange un peu mon dataset, ou que je rajoute quelques points et que j'en enlève quelques-uns. Ça va me donner un arbre complètement différent. Et donc, même si les performances sont extrêmement proches à l'arrivée, ma chaîne de décision, entre guillemets, sera complètement différente. Donc c'est un problème important sur les arbres. Et c'est pour ça qu'on va pas prendre un seul arbre, on va prendre, je pense que vous connaissez le terme, des forêts aléatoires. Je vais apprendre une forêt d'arbres. Et je vais venir moyenner, par exemple, la réponse moyenne de ces arbres pour venir trouver une décision moyenne, une espèce de compromis. Et l'idée, c'est que la moyenne des décisions est plus robuste qu'une décision seule. Donc j'ai deux types de méthodes d'ensemble. J'ai le bagging, donc plutôt les méthodes à moyenne, et le boosting. Le boosting, c'est en fait, je viens enchaîner plusieurs estimateurs les uns derrière les autres, le second apprenant à corriger l'erreur du premier, etc. Et donc j'espère qu'en bout de chaîne, je vais petit à petit réduire mon erreur résiduelle. Voilà. Donc voilà pour le petit panorama des algorithmes. Donc maintenant, j'aimerais bien faire un petit point de méthodologie sur comment, donc voilà, on a vu plein d'algos différents, comment en pratique je vais les mettre en œuvre pour venir apprendre un modèle. Donc un concept qui est fondamental en machine learning, c'est le problème du sous-apprentissage et du surapprentissage. Donc, je vais vous l'introduire par un exemple. Oui, alors, pardon, mais dans les algorithmes dont j'ai parlé tout à l'heure, je n'ai pas parlé de la régression linéaire, par exemple, la régression logistique, ou avec des pénalités genre Ridge, lasso, des trucs comme ça. Enfin, voilà, j'ai pas fait tous les algos, quoi. Mais du coup, voilà, ici, je prends un exemple. Donc, j'ai un petit nuage de points ici, qui ressemble un petit peu à une parabole, donc bruitée, une parabole avec du bruit, et je décide de venir fitter un polynôme dessus. Donc je vais essayer de trouver un polynôme qui
qui vient se marier avec les données le mieux possible. Donc ma question c'est, polynôme de quel degré je vais choisir? Donc là je vous propose 3 candidats. Donc j'ai mon polynôme de degré 1, donc ma droite, polynôme de degré 3 et un polynôme de degré 5. Alors, je peux voir que en passant de 1 à 3 à 5, à chaque fois ici je vais réduire mon erreur. Donc si je calcule l'erreur quadratique moyenne entre mes points bleus et la distance à la courbe, je vais petit à petit réduire mon erreur. Je pourrais même aller plus loin et trouver un polynôme de degré 10 qui ferait des trucs vraiment infâmes comme ça, mais qui passerait par tous les points, et j'aurais une erreur nulle. Mais ma question c'est, est-ce que ce polynôme infâme de degré 10 là, ou même celui de degré 5, est-ce que c'est un bon modèle? Parce que du coup, mon problème en fait, c'est pas de venir apprendre par cœur mes points bleus, là, mes données bleues, c'est de trouver un polynôme qui vient se généraliser le mieux possible à des nouvelles données qui sont inconnues et qui sont absentes de mon dataset actuel. Donc, c'est voilà, ce schéma-là qui est un schéma fondamental en machine learning, c'est ce qu'on appelle le compromis biais-variance. En fait, donc si j'ai un modèle très simple type n égale 1 ici, donc j'aurai une très forte erreur d'apprentissage, et en plus, je vais très mal généraliser à des données qui sont inconnues. Donc là, je suis à gauche de la courbe. A l'inverse, si je prends mon cas extrême de polynôme de degré 5, j'aurai une très très faible erreur sur mon ensemble d'entraînement. En fait, j'aurais appris par cœur mes données, donc j'aurai une erreur vraiment nickel. Par contre, je ne vais pas du tout généraliser à des données qui sont inconnues. J'ai tellement appris par cœur mon cours que le moindre exercice, je ne suis pas foutu de changer les x en y. J'ai appris par cœur et c'est tout. Donc là, on dit que j'aurai un... En fait, j'ai appris toute la variance de mes données. J'ai appris tout le bruit, tout ce qu'il y avait à apprendre, je l'ai appris. Et au contraire, donc si on prend l'intermédiaire, le n égale 3, qui constitue en fait un bon compromis, c'est le moment où j'ai à la fois, où j'ai une erreur d'entraînement raisonnable et surtout où j'ai une erreur sur des données inconnues qui est minimale. Donc c'est la courbe rouge ici. Donc souvent quand on veut choisir un modèle, il faut chercher ce point-là. Ce point-là, voilà, où la courbe rouge de validation est à son minimum. Donc par exemple, si je veux entraîner un arbre, et j'hésite entre mettre 10 feuilles, 100 feuilles, 10 000 feuilles, je peux essayer avec toutes ces valeurs-là, et je vais venir voir à quel moment mon erreur de validation est la plus faible. Alors, du coup, je vais introduire, voilà. Donc voilà, j'ai commencé à parler d'ensemble d'apprentissage, training set et test set. Du coup, en général, donc en fait, c'est un problème d'apprentissage. Donc j'ai un ensemble d'entraînement qui va me servir à apprendre mon modèle, et ensuite, je souhaite que ce modèle soit généralisé à des nouvelles données, que je vais appeler mon ensemble de tests. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est... voilà, par exemple, donc si voilà, je veux entraîner un arbre, je ne sais pas trop quels paramètres choisir, je vais essayer plein de trucs, je vais essayer plein de valeurs, et je vais essayer de trouver avec quel jeu de paramètres ça fonctionne de la meilleure manière. Ou pareil, j'hésite entre un arbre et, je sais pas, des canines ou quoi. Voilà, j'essaye. J'itère, train test. En fait, ce truc-là pose un problème puisque, de manière implicite, à force de venir voir mon jeu de test encore et encore, je vais finir par intégrer des informations du jeu de test, qui est censé être inconnu, dans mon processus d'apprentissage. En fait, je viens adapter mon modèle au jeu de test que j'ai vu encore et encore et encore et encore. Ça, c'est un problème assez sournois, on va dire, parce que du coup, ça ne vient pas tout de suite en 2-3 itérations, mais si je passe ma journée ou mes jours à essayer plein de valeurs différentes, je vais finir par apprendre par cœur également mon jeu de test. Donc, c'est un gros problème. Donc, il ne faut pas faire comme ça, en fait. Il faut couper mon jeu de données en 3. Donc j'ai mon train set et mon validation set qui vont me servir à itérer pour chercher mes meilleurs modèles, mes meilleurs paramètres de modèle, etc. Et en fait j'ai mon test set ici que je garde. Genre je le mets au congélateur, j'y touche pas, j'y touche jamais, jusqu'à ce que j'ai mon modèle final, et là je viens évaluer mon modèle final sur mon jeu de test, que je n'ai jamais vu auparavant. Alors à tel point, c'est une erreur que j'ai fait pendant très longtemps. Tout à l'heure, je vous parlais de normaliser les données, là, par exemple. En fait, on a tendance à dire, bon, bah, moi je prends mon data, là, je vais tout normaliser, moyenne variance, et après je coupe en 3.
Alors il ne faut pas faire ça parce que du coup, on vient intégrer un biais sur la statistique de mes données de test dans cette normalisation-là. Donc ce qu'il faut faire, c'est en fait normaliser sur train et validation. Là, j'extrais les coefficients moyenne et variance, et ensuite je viens appliquer cette normalisation-là avec ces coefficients précalculés à mon jeu de test. Alors l'idée, c'est vraiment, dès que j'ai mes données, je coupe en 3, je garde le test au congélateur, j'y touche pas, jusqu'à du coup, alors souvent dans les problèmes de machine learning, les données, ça coûte cher, on n'en a pas beaucoup, c'est très dur d'en avoir plus, des fois c'est même impossible d'en avoir plus. Du coup là, vous me dites, tu coupes déjà pas beaucoup de données, en plus tu les coupes en 3 paquets, j'ai encore moins de données, quoi. Du coup c'est un problème, puisque du coup je vais valider et tester sur des jeux de données très petits. Donc je peux avoir un problème de représentabilité de certaines classes ou de certains cas particuliers. Du coup, pour ça, on a un plan B, disons, qui s'appelle la validation croisée, cross-validation. Mon idée, c'est que, en fait, mon ensemble train et validation, là, finalement, je vais en faire un seul tas, que je vais couper en cas, ce qu'on appelle des folds, ça se traduit en plis, je crois, en français. Donc je vais le découper en plusieurs parties. Et de manière itérative, chacun de ces paquets là, va me servir soit à l'entraînement, soit au test. Donc là, par exemple, j'ai un scénario avec 3 paquets. Du coup, je vais entraîner 3 fois mon modèle avec des données différentes. Donc les 2 premiers train, le 3e test. Ensuite, 1 et 3 en train, le 2e en test, etc., etc. De sorte que tous mes points de données sont passés dans le train et dans le test à un moment donné de mon apprentissage. Et là-dessus, donc, ça va me permettre de faire des moyennes et variances sur mes résultats. Et ça va aussi me permettre que le modèle soit peut-être un peu plus robuste. Du coup, il aura vu tous les cas disponibles dans mon dataset, en fait. Et donc ça, c'est une technique qui permet d'améliorer beaucoup la robustesse et la stabilité des prédictions sur les petits jeux de données. Du coup, évidemment, si vous avez un dataset immense ou des données disponibles à volonté, ce truc-là est largement inutile. Et du coup, il y a encore un autre truc, je ne l'ai pas montré sur le schéma, ça commence à être un peu trop compliqué comme schéma, mais je peux faire, du coup, c'est parce que là, mon test 7 est encore tout petit, là, j'ai que 15%. Du coup, je peux avoir envie de calculer genre une variance sur mes prédictions, ou d'avoir un truc statistiquement plus significatif. Du coup, je peux faire une validation croisée, imbriquée. En fait, je peux faire 2 couches de validation croisée, les unes derrière les autres. Donc j'en fais une première tout en haut où je vais séparer en n parties test et validation train. Et à l'intérieur de cette première validation croisée, je peux faire cette validation croisée. Donc ça commence à être assez compliqué en termes de manipulation de données, etc. Du coup, voilà, là j'arrive à la fin de mon propos. Du coup, ça peut être assez compliqué, mais heureusement, pour nous, il y a scikit-learn qui est là et qui permet de faire ça en 2 lignes de code, par exemple. Donc tout ce que je vous ai dit là, déjà choisir le modèle, quel genre de modèle, quels paramètres je veux tester, est-ce que je fais une validation croisée, tout ça. En fait, scikit-learn a tellement bien fait que ça nous permet très très facilement de venir régler ces problèmes très compliqués. Pardon, je finis juste là-dessus, je te laisse poser ta question. Oui, du coup, voilà, quelques ressources pour finir. Donc le machine learning, en général, c'est Python, le langage informatique Python, qui domine largement le jeu. Donc Python avec son écosystème de calcul scientifique, donc on a NumPy et Panda qui sont des bibliothèques très très utiles, soit pour calculer NumPy c'est grosso modo des matrices et Panda c'est un peu des data frames, on peut le voir comme le Excel du Python. Et on a scikit-learn qui est dédié au machine learning. Et enfin, donc, je vous ai parlé un peu de NLP tout à l'heure, de traitement de texte, pré-traitement des données textuelles, etc. On a 2 excellentes librairies, NLTK et Spacy. Voilà. Et enfin, un petit MOOC sur Internet que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, qui demande du temps mais qui est assez bien fait, c'est Machine Learning en Python avec scikit-learn. C'est fait par des gens de l'INRIA qui ont aussi créé scikit-learn de l'origine. Et voilà. Donc, je vous laisse poser vos questions si vous en avez. Oui, tu peux revenir juste avant à ta final evaluation, non? En fait, là, tu supposes, enfin, on suppose que quand on va faire la cross-validation des compétences, enfin, le tout de départ,
tu auras nécessairement quelque chose qui va résulter là. Tu es sûr d'avoir quelque chose. Et donc, si par exemple on n'est pas très content du résultat, on pourrait éventuellement réessayer de retester quelque part, mais est-ce qu'on va retester les 15%, tu vois, donc c'est... Non. En fait, quand tu dis je suis content du résultat, ça va être ici avec le validation test. Oui. C'est pas avec le test final. En fait, le jeu de test final, il faut le considérer comme si c'était des données inconnues. Et une fois que j'ai mon modèle entraîné, là, depuis des années, j'ai des nouvelles données qui m'arrivent. Oui, mais tu vas faire de l'évaluation, donc quelque part, tu vas dire, c'est comme si je faisais de la prospective quelque part, ou de la prévision. On dit, voilà les vraies données, qu'est-ce que ça aurait donné si j'avais appliqué mon modèle d'avant. Enfin, mon modèle que j'ai testé. Oui, mais si tu n'es pas content de ça, qu'est-ce que tu fais? Tu recommences depuis zéro. Tu recommences depuis zéro, mais ce que tu as appris, entre guillemets, le biais que tu as, est-ce qu'ils vont rester, ou parce que tu changes complètement de modèle, tu fais quoi? Alors, tu peux repartir sur un nouveau split, par exemple. Enfin, un nouveau split, par exemple, tu peux... Donc ça, c'est un découpage aléatoire. En fait, on prend 15% aléatoire de mes points de données. Donc si tu veux vraiment recommencer à zéro, tu reprends un nouveau découpage aléatoire. Et là, du coup, tu auras un nouveau problème. Enfin, un nouveau jeu de données qui est vraiment inconnu. Ouais. Et c'est des choses qui prennent pas beaucoup de temps, si j'ai bien compris, d'après ton... Ouais, c'est une bonne remarque. En fait, alors tout dépend de la complexité du modèle. Et là, je vous ai dit, je sais pas, je vais tester 10 jeux de feuilles différents pour entraîner mon arbre, plus tel paramètre alpha, je vais tester 10 valeurs différentes. Je vais faire ça dans une cross-validation avec 10 folds. Ça me fait 10 x 10 x 10, ça commence à faire beaucoup de modèles entraînés. Non, la complexité, elle va exponentiellement. L'exponentielle. Et du coup, les modèles qu'on a vus aujourd'hui, c'est des trucs assez... Computationnellement, c'est assez gentil, assez simple. On verra les trucs brutaux la prochaine fois avec le deep learning. C'est vraiment extrême. Oui. Juste sur ce découpage, est-ce que c'est récent, vous avez découpé en 3, parce qu'on trouve en général dans les premières références, c'est coupé en 2, c'est très bien du test. Ah oui, sans avoir le validation. Oui. Est-ce que c'est récent, est-ce que c'est... Je ne sais pas si c'est récent, c'est une bonne pratique en tout cas quand on a une vision assez exploratoire de la chose, quand je ne sais pas du tout quel modèle je vais utiliser par exemple, et j'ai envie d'essayer différentes classes de modèles ou quoi. Peut-être si tu sais que tu veux faire une régression, que tu connais ton paramètre et tout, la couper en 2 ça suffit, parce que tu ne vas pas aller. En fait, le problème, ici là, c'est faire une ou deux itérations, ça va, mais c'est si je fais 100 fois la même chose que je vais commencer par intégrer des connaissances de mon ensemble de tests dans mon modèle de manière implicite. Si je le fais que quelques fois, ça va aller quoi. Donc, mais bon, par prudence quand même, et par disons bonne pratique, bonne habitude, on va couper en 3. Ouais. C'est on arrive dans les délais là. C'est bizarre. Et qu'est-ce que c'est justement la taille minimale de... En nombre de points de données? Ouais. Ça dépend un peu du problème. Si je veux faire une classification binaire, par exemple, je ne sais pas, tant que 100 points, ça va suffire. Si je reprends l'exemple que nous a présenté Bastien la semaine dernière, il y a 15 jours, pour apprendre le processus de défaillance, j'imagine que la taille de la base de données détermine quand même la qualité du résultat. Il y a un min et un niveau où le gain marginal... Alors, c'est vrai que il y a 2 semaines, le problème que tu avais, c'était un cas de classification pas du tout balancé. Tu avais peut-être genre 5% de cas positifs et 95%. Un tiers de pourcent. Voilà. Donc ça, c'est des cas un peu particuliers, des catégories de classification qu'on appelle non balancées. Et on a des techniques pour venir faire ça. Donc soit sur certains modèles, donc, je sais pas, avec les arbres, je pense qu'il n'y a pas ce problème-là, je sais pas trop. Avec les arbres, tout va bien. Avec les arbres, tout va bien, voilà. Avec d'autres, je pense que pour d'autres modèles que j'ai présentés, je sais pas trop, mais je pense qu'il y a le truc où on peut venir mettre un poids sur une classe pour dire, si tu fais une erreur de prédiction sur ma classe où j'ai qu'un tiers de pourcent, là c'est très grave, c'est très grave. Et typiquement, ça va être, quand on verra les réseaux de neurones, c'est très facile de faire ça. On a une fonction de coût qui vient du coup estimer l'erreur de prédiction du réseau de neurones. Et on peut venir écrire une fonction de coût un peu custom comme on veut. On va dire, là, si tu fais une erreur de ce type-là, un faux positif, c'est très très grave. Un faux négatif, c'est pas grave. Et du coup, le nombre de points
Ouais, il dépend de la nature du phénomène. Oui, clairement, il n'y a pas de réponse. Ça dépend de la nature du phénomène, Les paramètres d'entrée aussi. des paramètres d'entrée, de la complexité du modèle qu'on a à apprendre aussi. Plus le modèle est complexe, plus il a besoin de se nourrir de données pour venir converger. C'est un peu les mêmes économétrie, mais exprimé d'une autre manière. Parce que c'est. On peut pas plus de biais négatif qui vient mettre des problèmes de beaucoup de 0 et très peu de 1. Ouais. Oui. C'est pas plus de paramètres que de variables. Ah, ou plus de dimensions que de Oui, variables, ouais. oui, ça arrive, ça. Oui. C'est un problème. Bah, alors, oui, donc là, je pense qu'on peut vraiment venir réduire la dimension à peu de frais. Oui, Quoi. là, Il y a pas de souci. c'est vrai. Et du coup, là, le SVM, par exemple, il adore ça. Les espaces désertiques avec très peu de points, il va trouver des super marges et tout, ça dépend sur lui. Par contre, un Camille là-dessus, Ça n'a rien. voilà, c'est pas fou. Ouais. Et du coup, essayer de réfléchir à ce que, c'est ce que je trouve vachement important, mais c'est cette histoire de variété là, ou de structure à basse dimension. Enfin, peut-être que nos données ont une architecture à basse dimension plongée dans un espace à grande dimension. Enfin, si on essaie de visualiser un peu ça, il faut avoir un peu d'imagination, mais ça peut donner des intuitions très importantes. Moi, par exemple, ça a sauvé ma thèse de ce truc-là. Clairement. Donc j'avais des données auditives, des oreilles d'un robot, là, à gauche et droite, et je devais localiser le son et ce qui vient, d'où est-ce qui vient dans l'espace en fait. Et avec mes données, mes points, chaque donnée auditive donnait un point dans mon espace, et j'ai pu retrouver la topologie de l'espace géométrique dans lequel était le robot, c'est-à-dire que la sensation auditive était plongée dans un espace et qui faisait qu'en fait, si le son venait de gauche, c'était à gauche dans l'espace, à droite, etc. Et donc, en fait, mes données auditives, là, dedans, il y avait une variété dont la topologie était isomorphe à l'espace physique. Mais ça, la PCA pourrait te donner des idées au départ sur quelques variables de réduction sur lesquelles tu pourrais éventuellement plonger ou pas. Le problème, ça va être la linéarité ou pas des données, quoi. Parce que ce qu'on fait en analyse des données, c'est qu'on essaye de voir pour essayer de comprendre ensuite ce qu'on retire. Mais après, justement, là, je ne sais pas si vous vous souvenez de ma réduction de photo de visage. Là. Ouais, ça peut être un truc comme ça. Là, par exemple, un visage, c'est une structure en basse dimension. Je ne sais pas combien il y a de dimensions pour un visage, mais plongé dans l'espace de toutes mes images possibles là, en 209 dimensions. Est-ce qu'on peut aussi avoir, je sais pas, quand on a une théorie économique derrière, pour des données économiques, on a une idée d'une théorie, mais que dans la réalité, il y a beaucoup de variables, et est-ce que ça peut être une manière aussi de tester cette variété simple, entre guillemets, qui se réduirait à quelques variables qui seraient expliquées dans notre modèle théorique, et que l'on plongerait dans quelque chose de plus spacieux et de dimension plus importante? Est-ce que ça peut être une manière aussi de tester nos modèles théoriques quelque part? Ah oui. Oui, par exemple. Mais c'est ce que tu disais un peu tout à l'heure, mais c'est non, c'est l'idée pour valider une théorie économique, par exemple. Trouver les bonnes features, les bonnes variables. Ouais, les bonnes variables. Quelle est la variable explicative? Oui, le SAO, il va te dire qu'il commence d'abord par faire des PCA ou d'autres choses, pour essayer aussi de récupérer des données. Moi, je te parle de choses peut-être un peu plus théoriques. Parce que là, j'ai compris qu'il n'y a pas de fondement théorique, on va dire, sur la partie, comment dirais-je. C'est la faiblesse de ces techniques, elles ont Oui. une connaissance théorique absolue. Oui, non, mais justement, c'est ce qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent surtout pas. Je pense que c'est ça une des caractéristiques, si j'ai bien compris, c'est de ne pas partir justement de quelque chose de formalisé ou de théorique. Oui, exactement. C'est ce que je disais tout à l'heure, la différence entre l'intelligence artificielle et le machine learning, c'est ça. Alors on peut avoir besoin d'expertise, mais pour fabriquer le dataset, par exemple, pour venir annoter. Pour labelliser tes données. Exactement, pour labelliser les données. Peut-être dans le bayésien, on peut intégrer ça. Ah oui, c'est un truc dont j'ai pas parlé. La technique objectienne. J'ai pas parlé pour ceux qui font des séquences temporelles aussi, des HMM, des chaînes de Markov, pour bien modéliser les dépendances temporelles. Quand je parlerai du deep learning, il y aura plus d'exemples sur les séquences, notamment avec le texte. Il y a des messages. Il y a des messages. Il y a des messages. Non. Ah oui, non. C'était juste Magali qui nous expliquait pourquoi il y avait les plus et les moins. Voilà. Mais si on veut faire ça soi-même,
Donc, à part scikit-learn et Alors dans ça R, vient te voir, en fait. ouais, oui, ah oui, c'est ça. Donc si vous avez des données, si vous avez envie de faire des trucs, vous pouvez frapper à ma porte. Je suis juste là en face de l'ascenseur, le 6e. J'ai aussi une adresse email. Et on peut toujours en discuter, bien sûr. Et si, là je sais que peut-être pour les plus jeunes qui sont là, qui sont peut-être encore en thèse ou en master, passer du temps à apprendre Python, ça sera vraiment pas perdu, quoi. Clairement. Et R. Il y a des barres. Bah, R, c'est assez puissant aussi, mais plutôt pour faire des stats, quoi. Il faut manipuler ça de Mais après, l'avantage, c'est qu'au sein des deux, on peut avoir l'autre. Oui, bien sûr. Parce que dans Python, le problème, c'est qu'il y a très peu de packages pour nous, par exemple, les économistes. Très peu de fonctions pour faire des modèles. Donc, dans R, il y a l'histoire très longue par rapport aux fonctions. Oui, c'est vrai. Et le stade modèle dans tout ça, mais il n'y a pas tout. Donc, il faut fabriquer son modèle quand même. Après, demandez-moi si vous manque un truc dans Python, je me ferai un plaisir de faire le package. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et du coup, on verra pour les deep learning aussi, c'est Python, quoi. En fait, il y a deux librairies très populaires, c'est Torch, c'est Facebook, et il y a TensorFlow, c'est Google. C'est soit l'un, soit l'autre. Les deux sont utilisés en Python. Et les modèles d'apprentissage du texte Oui. dont tu parlais. Ah oui, le Word2Vec, là. Oui. Donc tu disais qu'ils ont été appris sur X langues. Ça veut dire, mais comment ça se récupère? Imaginons qu'on veuille analyser des décisions de justice en matière de défaillance d'entreprise avec les rapports du liquidateur pour voir s'il y a des choses qui sont informelles. Comment ça se traite, ça? Je me permets de prendre un exemple un peu plus simple et plus peut-être facile. C'est tu veux classer des tweets en positif ou négatif, par exemple. Je ne sais pas si ça te convient comme équivalence. Oui. Du coup, l'idée, c'est que tu prendrais ton tweet, là, chaque mot de ce tweet, une fois tokenisé, dématisé, tout ça. Ouais. Donc chaque mot, tu viens le plonger dans son espace de représentation, son word embedding, là. Et à partir de ça, tu viens entraîner un classifieur. Donc tu as une base de données à noter, et à partir de ce dataset d'entrée, là, tu viens classer oui, non, mon tweet est positif ou négatif. Et en fait, tu viens entraîner un classifieur à partir de ça. Et qui le fait? Bah toi. Ah oui, d'accord. Par contre, le truc pour calculer les word embedding, C'est de la merde. Bah, le label, ça serait est-ce que le tweet est positif ou négatif. Ça, c'est le label. D'accord. Ça, tu as besoin de quelqu'un pour le faire. Et Oui, la bien machine sûr. qui va le faire. Oui, bien sûr, voilà, exactement. Par contre, le Word2Vec, là, ou surtout le BERT, on ne peut pas l'entraîner ici avec les ressources de calcul qu'on a, c'est beaucoup trop gros. Mais on télécharge un réseau pré-entraîné, qui est mis à disposition, et qui, lui, embarque toute la connaissance, disons, sémantique des mots. Et donc, on a juste à venir appliquer les paramètres qui ont été appris par le réseau. Donc, en fait, en entrée, on a un mot, par exemple, en OneNote, on le passe dans le réseau, et en sortie, on a son mot dans le réseau. D'accord. Et ça marche que tu aies, je ne sais pas, du diagnostic médical ou que quelqu'un est malade ou pas malade, enfin il a la maladie de Crohn ou il l'a pas, ou l'entreprise est en liquidation ou en redressement, donc il n'y a pas du tout de spécification langagière par rapport aux spécialités. Si, et il y en tu a. prends BERT et c'est bon, ça marche pour tout. Il y en a. Il y a des spécificités. Déjà, il y a le problème de la langue. Voilà. Oui, ça, d'accord. Mais même, il y a différents niveaux de langage, quand même. Oui, il y a différents domaines spécialisés ou quoi. Alors du coup, bon, notamment BERT, c'est un truc qui est entraîné sur des dizaines et des dizaines de milliards, je sais pas combien. Non, je vous garde ça pour la prochaine séance. Du coup, je ne vais pas trop spoiler. Oui, non on plus. va pas tout Mais spoiler. le BERT, c'est genre 300 millions de paramètres. C'est un modèle extrêmement complexe qui a mangé des milliards et des milliards et des milliards de mots. Dans tout Wikipédia, tous les romans disponibles, toutes les bases de texte disponibles en fait. Donc, qui a mangé vraiment beaucoup de choses. Et si on veut, on appelle ça des modèles fondations en fait. C'est des modèles très compliqués qu'on ne peut pas entraîner à la maison. Par contre, on peut venir le surentraîner pour venir le spécialiser dans un domaine ou un autre.
Par exemple, si je veux faire des trucs médicaux, je vais le spécialiser en lui faisant manger des traités de médecine. Je sais pas quoi. Par exemple, pour les rapports RSE là, du CAC 40 que je traite, pour l'instant, on n'a pas surentraîné, on a des résultats. En fait, on vient extraire des mots-clés de différents paragraphes des rapports. Et je commence à me poser la question, est-ce que je ne vais pas surentraîner le modèle pour le spécialiser un peu dans les rapports économiques des entreprises. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est possible à moindre frais. Donc j'ai une espèce de socle commun qui va concerner le français, l'italien, l'anglais, etc. Et ensuite, tu peux le spécialiser en l'entraînant. Ouais, on peut le surentraîner. Également, j'ai des modèles multilingues. Par exemple, j'ai des modèles dont le plus performant, c'est vraiment en anglais. On a des modèles dédiés au français, aux autres langues. Et on a des modèles multilingues, entraînés sur, je sais pas, 30 langues. Et d'ailleurs, bon, petite parenthèse, mais du coup, quand vous faites Google Translate, par exemple, imaginez, donc vous avez combien de langues en entrée, je sais pas combien de langues il traduit, mettons 100 langues, en sortie 100 langues. Donc il faudrait apprendre 100 au carré modèles différents de traduction pour aller du lourdou à l'indien, je sais pas. En fait, c'est pas comme ça qu'ils font. C'est qu'ils ont, vers les 100 langues, vers une espèce de représentation commune aux 100 langues. Et après, on sort. Ah bon? Oui, c'est ça. C'est un intermédiaire. Et par exemple, si j'ai appris faire français vers l'anglais et de l'anglais vers l'allemand, mon système il fait tout seul du français vers l'allemand. Voilà. Voilà. Il y a d'autres questions? Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que là, on peut pas. Questions dans la salle? Je crois qu'on peut. Ok. Enfin, peut-être que chez ceux qui sont en ligne, s'il y a éventuellement. Ah, une question, pardon. Une question, je voulais savoir si à la fin on aura un PowerPoint. Oui, bien sûr, tu peux m'envoyer un mail. Vous pouvez m'envoyer un mail et j'envoie le PowerPoint. Peut-être après la deuxième session. Ça va? Parce que j'ai pas coupé en fait. J'ai tous mes slides derrière. L'incitation à revenir. Voilà. C'est très bien. C'est un bon économiste finalement. En fait, oui, du coup, ça m'a pris plus d'une heure, j'ai bien fait. Donc, dans le chat, je sais pas, il y a personne. On est en vie. Ok. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, mais merci beaucoup en tout cas Mathieu, c'était très instructif. Voilà.